À ce moment, toute la compagnie se remit à converser de façon confuse, certains marquant leur désaccord, tout en louant néanmoins ce qui avait été dit, et l'on fit remarquer qu'il n'était pas encore temps d'aller se coucher. Alors Julien le Magnifique dit en riant: « Madame, je suis si ennemi des tromperies que je suis forcé de contredire le seigneur Ottaviano, que je soupçonne d'avoir fait secrètement alliance avec le seigneur Gasparo contre les femmes, et qui pour cela est tombé dans deux erreurs à mon avis très graves. L'une est que pour placer le courtisan au-dessus de la dame de palais et lui faire dépasser les limites qu'elle peut atteindre, il l'a placé aussi au-dessus du prince, ce qui est très inconvenant. L'autre est qu'il lui a donné une fin telle qu'il est toujours difficile de quelquefois impossible qu'il y parvienne, et quand il y parvient pourtant, il ne faut pas lui donner le nom de courtisan. Je ne comprends pas, dit Madame Emilia, pourquoi il est si difficile ou même impossible que le courtisan parvienne à cette fin, et encore moins comment le seigneur Ottaviano l'a placé au-dessus du prince. Ne lui accordez point ces choses, répondit le seigneur Ottaviano, parce que je n'ai pas placé le courtisan au-dessus du prince. Et concernant la fin de la courtisanerie, je ne pense pas avoir commis aucune erreur. Seigneur Ottaviano, répondit alors le Magnifique, vous ne pouvez pas dire que la cause par laquelle l'effet a telle qualité ne possède pas toujours cette qualité d'avantage que l'effet. C'est pourquoi il faut que le courtisan, qui par son instruction doit donner au prince tant d'excellence, soit plus excellent que ce même prince. Et de cette manière, il aura aussi une plus grande dignité que le prince lui-même, ce qui est très inconvenant. Et quant à la fin visée par la courtisanerie, ce que vous avez dit peut arriver quand l'âge du prince est peu différent de celui du courtisan, mais non pourtant sans difficulté, parce que là où il y a peu de différence d'âge, il est raisonnable qu'il y ait également peu de différence de savoir. Mais si le prince est vieux et le courtisan jeune, il est convenable que le prince qui est vieux en sache plus que le courtisan qui est jeune, et si cela ne se produit pas toujours, cela se produit parfois. Et alors la fin que vous avez attribuée au courtisan est impossible. Si d'autre part le prince est jeune et le courtisan vieux, le courtisan peut difficilement gagner le cœur du prince grâce aux qualités que vous lui avez attribuées, car, pour dire la vérité, le maniement des armes et les autres exercices du corps appartiennent aux jeunes et ne réussissent point aux vieux. Et à la musique et les danses, les fêtes, les jeux et les amours sont ridicules à cet âge, et il me semble que ce sont là des choses particulièrement malséantes à quelqu'un qui a à instruire la vie et les mœurs du prince, et qui doit être une personne pleine de gravité et d'autorité, mûr par les ans et par l'expérience, et s'il est possible, bon philosophe, bon capitaine, et sachant presque toutes choses. C'est pourquoi j'estime que celui qui instruit le prince ne doit pas s'appeler un courtisan, mais qu'il mérite un nom beaucoup plus grand et plus honorable. Ainsi, Seigneur Ottaviano, pardonnez-moi si j'ai découvert votre erreur, car je pense que je suis tenu de faire ainsi pour l'honneur de ma dame, dont vous voudriez qu'elle fût de moindre dignité que votre courtisan, et je ne veux pas le supporter. Le seigneur Ottaviano se mit à rire et dit: Seigneur Magnifique, ce serait davantage à la louange de la dame de palais de l'exalter tant qu'elle devint l'égale du courtisan, que d'abaisser le courtisan tant qu'il devint l'égal de la dame de palais, car il ne serait pas défendu à la dame d'instruire aussi sa maîtresse, et de tendre vers elle vers cette fin de la courtisanerie, qui est celle à laquelle doit tendre, comme je l'ai dit, le courtisan avec son prince. Mais vous cherchez davantage à blâmer le courtisan qu'à louer la dame de palais. Aussi me sera-t-il également permis de soutenir le parti du courtisan. Pour répondre donc à vos objections, je dirais que je n'ai pas prétendu que l'instruction que lui donne le courtisan est la seule cause pour laquelle le prince est tel qu'il doit être, parce que s'il n'y était pas enclin par nature, et s'il n'était pas capable de l'être, tous les soins et les leçons du courtisan seraient vains, comme aussi travaillerait en vain le laboureur, qui se mettrait à cultiver et à semer du bon grain sur le sable stérile de la mer, parce que cette stérilité est naturelle en ce lieu. Mais quant à la bonne semence, dans un terrain fertile, avec la température de l'air et les pluies qui conviennent aux saisons, s'ajoute encore la diligence de l'homme qui cultive. On voit toujours pousser des fruits en grande abondance. Ce n'est pourtant pas l'agriculteur qui est à lui seul la cause de ces fruits, bien que sans lui, toutes les autres choses ne serviraient à peu près à rien. Il y a donc beaucoup de princes qui seraient bons si leurs esprits étaient bien cultivés, et c'est d'eux que je parle, et non de ceux qui sont comme la terre stérile et tellement éloignés des bonnes mœurs qu'aucun enseignement ne serait capable de mener leur esprit dans le droit chemin.
et parce que, comme déjà nous avons dit, nos habitudes sont ce que sont nos opérations, et que la vertu consiste dans l'opération, il n'est pas impossible ni étonnant que le courtisan entraîne le prince à de nombreuses vertus, comme la justice, la libéralité, la magnanimité, que grâce à sa grandeur, il peut aisément mettre en pratique jusqu'à en prendre l'habitude, ce que ne peut le courtisan, parce qu'il n'a pas le moyen de les mettre en œuvre. C'est ainsi que le prince, amené à la vertu par le courtisan, peut devenir plus vertueux que le courtisan. Vous devez savoir en outre que la pierre à aiguiser, qui ne coupe point, rend néanmoins le fer effilé. C'est pourquoi je pense que bien que le courtisan instruise le prince, on ne doit pas pour cela dire qu'il a davantage de dignité que le prince. Que la fin de la courtisanerie soit difficile et parfois impossible à atteindre, et que quand pourtant le courtisan y parvient, il ne doive plus s'appeler courtisan, mais qu'il mérite un nom plus grand. Je dis que je ne nie pas cette difficulté, parce qu'il n'est pas moins difficile de trouver un courtisan aussi excellent que de parvenir à une telle fin. Mais il me semble qu'il n'y a pas d'impossibilité même dans l'exemple que vous avez pris, car si le courtisan est jeune au point de ne pas savoir ce que nous avons dit qu'il doit savoir, il n'est pas besoin d'en parler, parce qu'il n'est pas le courtisan que nous présupposons qu'il est, et il n'est pas possible que celui qui doit savoir tant de choses soit très jeune. Et s'il advient pourtant que le prince soit si sage et si bon par lui-même qu'il n'ait pas besoin des leçons, des conseils d'autrui, bien que ce soit très difficile, comme chacun peut le penser, il suffira au courtisan d'être tel que, si le prince en avait besoin, il puisse le rendre vertueux, et par son influence effective, ensuite, il pourra satisfaire à cette autre partie de sa fonction, qui est de ne pas permettre qu'il soit trompé, et de faire que toujours il sache la vérité sur toute chose, et de s'opposer aux flatteurs, aux médisants, et à tous ceux qui s'ingénieraient à corrompre son esprit par des plaisirs déshonnêtes. Et de cette manière, il accomplira une partie de sa tâche, même s'il ne l'exécute pas totalement, ce que l'on en saurait raisonnablement lui reprocher, puisqu'il a une très bonne raison de s'abstenir. Car si un excellent médecin se trouvait dans un lieu où tous les hommes fussent en bonne santé, on ne devrait pas dire pour cela que ce médecin encore qui ne guérit pas les malades faillirait à son devoir. C'est pourquoi, de la même façon que l'intention du médecin doit être la santé des hommes, de même celle du courtisan doit être la vertu de son prince, et il suffit à l'un et à l'autre d'avoir cette fin intrinsèque en puissance, puisque le fait de la mettre extrinsèquement en acte dépend du sujet vers lequel tend cette fin. Mais si le courtisan est si vieux qu'il ne soit pas convenable pour lui de pratiquer la musique, les fêtes, les jeux, les armes et autres prouesses corporelles, on ne doit pas pourtant dire qu'il lui est impossible d'entrer par ce chemin dans la faveur de son prince. Car si son âge l'empêche d'exécuter ces exercices, il ne l'empêche pas de les comprendre, et de les avoir pratiqués dans sa jeunesse lui permet d'avoir un jugement d'autant plus parfait et de les enseigner d'autant plus parfaitement à son prince que les ans et l'expérience apportent avec eux davantage de connaissances de toutes choses. Et de cette façon, le vieux courtisan, bien qu'il n'exerce pas les qualités qui lui seront attribuées, arrivera à sa fin, qui est de bien instruire le prince. Et si vous ne voulez pas l'appeler courtisan, cela ne m'ennuie pas, parce que la nature n'a pas imposé de telles limites aux dignités humaines, que l'on ne puisse monter de l'une à l'autre. C'est pourquoi les simples soldats deviennent souvent capitaines, les hommes privés, rois, les prêtres, les papes et les élèves, maîtres, et de cette manière, avec la dignité qu'ils acquièrent aussi le nom. Oh, ainsi pourrait-on dire peut-être que devenir l'instituteur du prince est la fin du courtisan, bien que je ne sache pas qui voudrait refuser ce nom de parfait courtisan, qui, à mon avis, est digne de la plus grande louange. Il me semble qu'Homère dessina deux hommes très excellents pour servir d'exemple de la vie humaine, l'un dans les actions, qui fut Achille, l'autre dans les passions et la capacité de supporter les souffrances, qui fut Ulysse, voulut aussi dessiner un parfait courtisan, qui fut Phénix, lequel, après avoir raconté ses amours et maintes autres choses de sa jeunesse, dit qu'il avait été envoyé à Achille par Pélée, son père, pour rester en sa compagnie et lui enseigner à dire et à faire, ce qui n'est rien d'autre que la fin que nous avons assignée à notre courtisan. Je ne pense pas non plus qu'Aristote et Platon auraient dédaigné le nom de parfait courtisan, parce que l'on voit clairement qu'ils ont fait œuvre de courtisans et ont tendu vers cette fin, l'un avec Alexandre le Grand, l'autre avec les rois de Sicile, et parce que le devoir d'un bon courtisan est de connaître la nature du prince et ses inclinations, et ainsi, selon la nécessité et l'opportunité, d'entrer habilement dans ses bonnes grâces,
comme nous l'avons dit, par les voies qui y donnent le plus sûrement accès pour le conduire ensuite vers la vertu. Aristote connut si bien la nature d'Alexandre et la seconda si adroitement qu'il fut aimé et honoré par lui, plus qu'un père. En effet, entre beaucoup d'autres témoignages de sa bienveillance, Alexandre voulut que Stagire, sa patrie, qui avait été détruite, fût réédifiée. Et Aristote ne se contenta pas de le diriger vers cette fin glorieuse, entre toutes, qui fut de vouloir faire du monde une seule patrie universelle, et de tous les hommes un seul peuple vivant ensemble dans l'amitié et la concorde, sous un seul gouvernement et une seule loi qui donna sa lumière en commun à tous, comme fait le soleil. Il le forma aussi dans les sciences naturelles et dans les vertus de l'esprit, si bien qu'il le rendit très sage, très vertueux, très continent et vrai philosophe moral, non seulement en parole, mais en acte. Car on ne saurait imaginer plus noble philosophie que d'amener à la vie civile des peuples aussi sauvages que l'étaient ceux qui habitaient Bactre et le Caucase, l'Inde, la Scythie, et de leur enseigner le mariage, l'agriculture, à honorer leurs parents, à s'abstenir de voler, de tuer et autres mauvaises coutumes, à édifier tant de très nobles cités dans les pays lointains, si bien que par ces lois une infinité d'hommes furent amenés de la vie bestiale à la vie humaine. Aristote fut à l'origine de ces choses chez Alexandre en se servant des moyens d'un bon courtisan, ce que ne sut pas faire Callisthène, bien qu'Aristote le lui eût appris, car en voulant être pur philosophe et serviteur sévère de la vérité nue, sans y mêler l'art du courtisan, il perdit la vie et ne rendit pas service à Alexandre, mais au contraire entacha sa renommée. En se servant de la même façon de l'art du courtisan, Platon forma Dion de Syracuse, et quand plus tard il rencontra Dénis, le tyran, qui était comme un livre plein de fautes et d'erreurs, ayant plutôt besoin d'être entièrement effacé que d'être changé ou corrigé par endroits, parce qu'il n'était pas possible de lui ôter cette couleur de tyrannie dont il était taché depuis si longtemps, il ne voulut pas employer pour lui les moyens de l'art du courtisan, parce qu'il lui sembla qu'il ne servirait de rien. Notre courtisan en doit faire autant, si par hasard il se trouve au service d'un prince de si mauvaise nature qu'il est vieilli dans les vices, comme les phtisiques dans la maladie. En pareil cas, en effet, il doit se soustraire de cette servitude afin de ne pas porter le blâme pour les mauvaises actions de son Seigneur et de ne pas éprouver le dégoût que ressentent tous les hommes de bien qui servent les méchants, les phtisiques dans la maladie. À ce moment, comme le Seigneur Ottaviano s'était arrêté de parler, le Seigneur Gasparo dit « Je ne m'attendais pas à ce que notre courtisan reçût tant d'honneur, mais puisqu'Aristote et Platon sont ses camarades, je pense que plus personne ne doit dédaigner ce nom. Je ne sais pas pourtant si je dois croire qu'Aristote et Platon ont jamais dansé ou fait de la musique dans leur vie, ou fait d'autres actes de chevalerie. Il n'est pour ainsi dire pas permis, répondit le Seigneur Ottaviano, d'imaginer que ces deux esprits divins n'aient pas su toute chose, et c'est pourquoi il est à croire qu'ils pratiquaient ce qui appartient à la courtisanerie, car quand ils ont à le faire, ils écrivent à ce propos de telle manière que ceux-là même qui pratiquent les choses sur lesquelles ils ont écrit reconnaissent qu'ils s'y entendaient jusqu'au moindre détail. Aussi ne faut-il pas dire que toutes les qualités qui lui ont été attribuées par ces seigneurs ne conviennent pas au courtisan instituteur du prince, comme vous voulez l'appeler, qui tend vers la bonne fin que nous avons dite, même s'il est un sévère philosophe aux mœurs saintes, car ses qualités ne répugnent pas à la bonté, à la discrétion, au savoir, à la valeur, à tout âge, en tout temps et en tout lieu. Je me souviens, dit alors le seigneur Gasparo, qu'hier soir ces seigneurs, devisant au sujet des qualités du courtisan, voulurent qu'il fût amoureux. Or, si l'on récapitule ce qui a été dit jusqu'ici, on pourrait en tirer la conclusion que le courtisan, qui doit par sa valeur et son autorité conduire le prince à la vertu, a nécessairement besoin d'être vieux, puisque le savoir vient très rarement avant les ans, et surtout dans les choses que l'on apprend par l'expérience. Je ne sais donc pas comment, à un âge déjà avancé, il peut être convenable qu'il soit amoureux, attendu que, comme on l'a dit ce soir, l'amour ne sied pas au vieillard, que les manières qui, chez les jeunes, sont galanterie, courtoiserie, élégance, si agréables aux femmes, ne sont chez eux que folie et sottise ridicule, et que ceux qui s'y livrent se font détester par les femmes et moquer par les autres. C'est pourquoi, si votre vieux courtisan, Aristote, était amoureux et faisait ce que font les jeunes amoureux, comme certains que nous avons vus de notre temps, je craindrais
qu'il n'oublia d'enseigner à son prince, et peut-être les petits-enfants se moqueraient-ils de lui derrière son dos, et les femmes se tireraient-elles de lui d'autre plaisir que d'en rire. Puisque toutes les autres qualités attribuées aux courtisans lui conviennent bien, dit alors le seigneur Ottaviano, même s'il est vieux, il ne me paraît pas que nous devions le priver de ce bonheur d'aimer. Bien au contraire, dit le seigneur Gasparo, lui enlever cet amour et lui donner une perfection de plus, et le faire vivre heureusement hors du malheur et de la misère.